en particulier Élodie Mélière et Claude Périgot. Et puis, le concept est apparu trop compliqué et donc on l'a un petit peu mis de côté, on a utilisé d'autres termes pour développer nos idées. Et assez bizarrement, ce terme a été popularisé parce qu'il y a eu une consultation faite par Jean-Pierre Raffarin qui voulait dynamiser l'entrepreneuriat dans certaines zones de province. Et nous avons utilisé ce terme dans notre compétition, enfin dans cette compétition. Et donc ce terme s'est retrouvé un petit peu à droite à gauche et il commence à redevenir à la mode. Alors voilà de quoi il s'agit. Étymologiquement, le mot débutance est déduit du mot de la finance. La finance, c'est ce que l'on fait lorsque la moisson est finie. On a rassemblé les grains et on va les partager. On va en mettre une côté pour la consommation de la famille, une autre part pour la semence de l'année prochaine, évidemment une part pour payer l'impôt, hein, puisqu'autrefois on payait l'impôt en nature, par exemple en grains de blé. Et ce qui reste, une fois qu'on a tout mis de côté, c'est ce qu'on appelle le surplus. Et le surplus, on le vend, on se retrouve avec de l'argent et donc il faut décider de ce qu'on fait avec cet argent. Donc on peut améliorer les installations, acheter plus de terrain, commencer à acquérir des semences plus performantes, etc., etc. Ça, c'est la finance. La débutance, c'est le contraire de la finance. Parce que dans l'économie de l'immatériel, il faut dépenser pour peut-être avoir une chance de gagner de l'argent. Donc, on voit que les mécanismes sont radicalement différents et qu'il va falloir faire évoluer notre manière de préparer le futur. Alors, pourquoi dans l'économie de l'immatériel, les choses sont différentes? C'est parce que d'abord, elles vont beaucoup plus vite. Elles sont copiables. On ne peut pas copier un grain de blé, ou du moins, c'est pas comme ça qu'on fait. Elles sont copiables et donc elles sont produites essentiellement avec du savoir et du talent, c'est-à-dire des richesses elles-mêmes immatérielles. La Covid a mis en évidence tout un ensemble de choses qui étaient déjà connues, mais je dirais avec la Covid-19, on est passé aux applications pratiques, hein, et en particulier, l'économie dans laquelle on est une économie qui crée énormément de dépendance entre les zones géographiques, mais également entre les entreprises. Et ça, c'est une source d'évolution de notre tissu entrepreneurial. Les gens qui ont fait une école de commerce ont appris ce que c'est qu'une cache-co. Une cache-co, c'est une vache à lait en français, hein, et les entreprises bien gérées fonctionnent à l'aide de produits phares qui sont des sources de revenus. Et on n'attend pas que ce produit commence à décliner pour mettre en route la cache-co suivante. On met sans arrêt en route des nouvelles innovations qui permettent d'assurer la prochaine stabilité de revenus. Eh bien, au niveau économique, on s'aperçoit qu'il va falloir avoir une démarche semblable. En France, pour le moment, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans une logique qui consiste à faire confiance à des acteurs majeurs. Et quand il y a une innovation qui a l'air d'être dite de rupture, ce qui est un mot un peu abusé, hein, ou du moins stratégique, on va aller chercher le grand acteur du domaine, Safran, Air Liquide et je ne sais pas qui d'autre, et on va lui demander de prendre en charge le développement de cette innovation dite de rupture. Aux États-Unis, on fait tout à fait différemment. On fait savoir qu'il y a un besoin et que la finance est disposée à soutenir des gens qui pourraient répondre à ce besoin. Pourquoi on fait comme ça? C'est parce qu'on part de l'idée qu'une innovation, elle est portée par
un héros ou une équipe de héros, et que ces héros vont créer la boîte qui est complètement pensée pour optimiser la manière de concevoir, de développer et de faire vivre toute cette innovation. Résultat des courses, nous, on a des poids lourds qui sont robustes, donc qui ne se cassent pas facilement la figure, mais qui, à force d'innovation, se calcifient. Hein. Et la notion de héros est un peu diffuse parce que c'est du multi-héros, on ne sait plus où on en est. Alors que les entreprises qui sont pensées autour d'une équipe héros, eh bien, elles sont excessivement performantes, elles se développent très rapidement et ça donne des résultats tout à fait spectaculaires. Voilà par exemple comment a été développé Google. Quand les Américains ont été dire aux Français écoutez, le Minitel, c'est quand même formidable, donc nous, on va faire la même chose au niveau mondial et vous, vous arrêtez de développer le Minitel. Alors, vous allez nous expliquer comment vous avez fait et les bonnes idées, on va les reprendre. Donc, à cette époque-là, on avait énormément insisté sur la nécessité d'avoir ce que nous appelions un annuaire de service, hein, et que les Américains ont rebaptisé moteur de recherche. Donc, on a fait un travail de qu'est-ce que c'est qu'un moteur de recherche, et on s'est aperçu qu'un moteur de recherche, c'est différentes expertises à caractère mathématique, marketing, maîtrise des mécanismes de persuasion, etc., etc. Donc, on a fait plancher des étudiants qu'on a menés jusqu'à la thèse. Et puis, quand le sujet a commencé à être à peu près mature, on a formé les fonds d'investissement en leur disant, voilà, d'ici à peu près 6 mois, 1 an, vous allez commencer à voir apparaître des dossiers qui vont essayer de résoudre tel et tel problème. Donc, il faut les accueillir. Voilà, voilà dans quel contexte économique ils vont s'inscrire. Hein, voilà les critères importants qu'il faut. Et puis, voilà le calendrier d'investissement également. Et dans le même temps, on a incité des étudiants, ceux qui avaient fait les thèses en priorité, à essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ils se lançaient, mais les investisseurs étaient prêts à les accueillir, voire même ils les cherchaient. Alors, pour ce qui est du cas particulier de Google, les Américains s'étaient fixés de donner leur chance à une trentaine d'équipes. Ils en ont soutenu 10, ils en ont vraiment porté 3, et à la fin, il y en a un qui l'a vraiment emporté. Hein, vous le connaissez tous, il s'appelle Google. Hein, par contre, vous ne vous souvenez sûrement pas de la façon dont vous avez, pour la première fois, été vous connecter sur Google. Parce qu'une fois que Google a été, entre guillemets, le vainqueur, il a bénéficié de mécanismes de promotion basés sur la viralité excessivement efficaces. Donc voilà cette façon de faire qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons, nous, en Europe. Si je résume, la création d'une entreprise nouvelle, hein, une start-up, hein, c'est une idée qui est portée par une équipe. Et cette équipe, elle essaye de designer un business model dans un premier temps. Mais elle commencera à pouvoir sortir en ville, si je puis dire, à partir du moment où elle aura fait un prototype. Et que ce prototype aura donné lieu à de la qualification. Ce problème de qualification, il va aller en s'amplifiant. Il est connu dans le domaine du médicament, dans le domaine de l'automobile, mais on commence à le voir apparaître dans plein d'autres domaines, évidemment dans la chimie, mais dans le textile, dans plein d'autres domaines. Une fois que la qualification est faite, il faut passer au montage de l'offre puisqu'on commence à y voir clair. Et une fois que l'offre est montée, il faut la valider auprès des premiers clients. Et une fois qu'on a occupé le terrain sur un certain nombre de clients qui vont servir de référence, on accède à la commercialisation. On peut dire que bravo, on a gagné. En France,
on a des difficultés pour dérouler cette approche qui est pourtant incontournable. On a l'esprit d'innovation et même d'ailleurs, on regorge de gens qui ont l'esprit d'innovation. Par contre, pour ce qui est de monter des équipes, on a un problème d'isolement. La plupart de nos créateurs d'entreprises sont des chômeurs. Or, Pôle emploi a l'habitude, a une organisation plus exactement, qui fait que les chômeurs ne se côtoient pas. Évidemment, le but non affiché, c'est d'éviter que ces chômeurs puissent être tentés de mutualiser leur colère. Ensuite, il y a donc les projets d'entreprise qui sont de plus en plus complexes. On est obligé de les monter à plusieurs, avec plusieurs expertises. Hein. Et moi qui m'occupe pas mal de mentorat, effectivement, on incite très fortement les porteurs de projets à se mettre en équipe. Un porteur de projet isolé, il est trop fragile, il va avoir du mal à dérouler la suite du processus. Alors ensuite, cette équipe, elle a besoin de façonner son business model. Or, pour façonner un business model, il faut avoir accès à plein de bases de données. Or, comment voulez-vous que ces créateurs d'entreprises qui travaillent pour la plupart dans leur cuisine et maintenant à distance, puissent trouver les bonnes bases de données dont ils ont besoin. Et en contrepartie, les éditeurs de bases de données, on comprend tout à fait qu'ils ne les ouvrent pas au premier venu. Ça, c'est tout à fait logique. Donc, il y a un problème de fiabilisation des travaux de préparation du business model, justement par manque d'accès à ces bases de données qui sont tout simplement fiscales, juridiques, technologiques, marketing, etc., etc. Donc on fait avec ce qu'on trouve, par exemple ce que l'INSEE veut bien donner, mais ça reste très très limité. Alors ensuite, il arrive le moment du prototype. Alors là, ça se gâte franchement, parce que pour faire un prototype, il faut en général s'adresser à des sociétés qui ont du savoir-faire dans ce domaine-là. Donc, il faut collecter de l'argent. Et là, on va collecter deux sources d'argent, ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire l'argent du ménage et de la famille, et de l'argent de la collectivité locale, voire peut-être nationale dans certaines circonstances. C'est donc de l'argent qui est très cher, parce que proportionnellement à ceux qui investissent, les sommes sont petites, mais elles sont engagées dans des opérations excessivement risquées, donc c'est un argent qui coûte très cher. Et donc c'est assez difficile de lever cette première étape de financement. Ensuite, il y a tout le problème de la qualification. Ça coûte encore plus cher. Alors, au passage, pour ce qui est des prototypes qui ensuite vont être soumis à qualification, la plupart de nos start-upers trouvent des solutions accessibles, par exemple en Russie et surtout en Chine. Sauf que ils sont obligés de se rendre sur place pour travailler avec les équipes qui vont mettre au point le prototype. Et quand ils sont dans l'avion du retour, eh bien, la société qui a fait le prototype, elle n'est pas toujours loyale. C'est-à-dire que pendant que l'avion ramène nos start-upers sur nos territoires, la société est en train de mettre en production ce qu'elle a mis au point avec nos vaillants ingénieurs ou nos vaillants marketeurs. Donc, cette étape est extrêmement délicate et sensible. Donc, je disais, pour ce qui est de la qualification, il est assez difficile de faire qualifier un produit tant qu'on n'a pas en face de soi des clients qui, quelque part, font de la controverse marketing. Donc, c'est une étape qui est
délicate dans, dans la façon de la mettre en œuvre, mais également parce que quand on a dépensé le prototype, on n'a pas encore gagné un centime et il faut encore remettre au pot et c'est assez cher, hein, pour obtenir les qualifications. Dans le médical, c'est même carrément très cher. Voilà. Alors, quand même, il y a des entreprises qui arrivent à franchir toutes ces étapes et donc, elles peuvent avoir les idées claires pour faire véritablement le montage de l'offre. C'est-à-dire, où est-ce que je source mes, 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 mes matières premières, mon énergie, où est-ce que je produis, avec qui je travaille, par qui je vais distribuer, quelles sont les positions que je vais adopter par rapport à des pseudo-concurrents, hein. Les entreprises sont rarement concurrentes de façon frontale et en particulier les startups, en général, elles n'ont pas de concurrent frontal, hein. Elles arrivent par des côtés un peu biaisés sur un marché qui est souvent en formation. Voilà. Donc, ce montage de l'offre, bon, ben, on n'a toujours pas gagné d'argent, on a réussi à enlever un petit peu, ben, il faut financer tout ça, on ne se décourage pas, hein, et quand on est au chômage, on a le compteur qui tourne derrière le dos, hein, 24 mois, il faut que ce soit bouclé. Donc, on ne perd pas de temps. Et donc, on va aller à la conquête des 2 ou 3 premiers clients. Et là, en France, on a un petit peu des handicaps parce que il y a une grosse méfiance à l'égard de nos startups. Hein, évidemment, quand on est chef d'entreprise, on préfère avoir un fournisseur qui est peut-être moins innovant, moins performant, mais on le connaît, il a des références, etc., etc. Néanmoins, toujours pareil, il y a des entrepreneurs qui arrivent à passer à travers et quand ils arrivent vraiment à le faire, bravo, ils rentrent dans la cour des grands et ils sont sortis de l'ornière. Alors toutes les étapes qui sont oranges et surtout celles qui sont rouges, ce sont les étapes que l'on appelle la traversée du désert. Et depuis 30 ans ou 40 ans qu'on comprend qu'il va falloir faire émerger des entreprises nouvelles, on le voit en particulier dans le numérique, mais dans les biotech, dans pas mal d'autres domaines, dans l'agroalimentaire. On parle tout le temps de ce problème de la traversée du désert et qu'il faudrait le faire, le traiter. Et force est de constater qu'il existe toujours, hein, et on l'a vu avec le vaccin contre le Covid-19. Hein, une équipe française a effectivement sorti le produit qu'il fallait, mais elle n'a pas pu le développer en France. Donc, les débutants essayent de s'atteler à ce problème. Alors, on s'attelle à ce problème à un moment où on est dans une bascule sociétale très importante, puisque, comme on l'a dit au début, la richesse créée est de moins en moins matérielle, elle est de plus en plus immatérielle, et la création de valeur en immatériel, elle est basée sur le savoir, le talent, la réactivité, donc l'organisation, etc., etc. Et donc, les modèles hiérarchiques ne conviennent plus du tout. On est obligé de passer dans les modèles dits organiques, hein, c'est-à-dire qu'en fait, des cellules prennent en charge des missions, elles sont en interaction les unes avec les autres, et quand c'est nécessaire, elles s'agrègent à un niveau supérieur pour pouvoir faire des choses avec plus de distance, au propre et au figuré, et ainsi de suite. Et de ce fait-là, notre tissu entrepreneurial va évoluer. Et donc, si au XXe siècle, en particulier en Europe, mais pas seulement, on a eu à cœur d'essayer de développer des entreprises robustes, capables d'aller à la conquête des marchés mondiaux, c'était des entreprises qui s'inscrivaient dans la continuité de l'ère industrielle et donc qui avaient des process qui fonctionnaient en mode très hiérarchique. Et les générations montantes n'ont plus du tout envie d'aller travailler dans ce type d'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous avons intérêt à évoluer le plus rapidement possible vers une autre forme de tissu d'entreprise
qui sont ce que l'on appelle les entreprises à mission, hein, qui commencent à être évoquées dans la loi Pacte. Et on voit que cette loi Pacte, elle va elle-même énormément évoluer parce que au fur et à mesure qu'on l'énonce, on s'aperçoit que les logiques sont excessivement différentes, hein, et qu'il va falloir faire les choses tout à fait différemment. Et donc, à partir de maintenant, on commence à prendre conscience que cette fameuse notion de cash-co qui s'appliquait au niveau des entreprises, eh bien aujourd'hui, il va falloir les appliquer au niveau du tissu entrepreneurial. Et quand on utilise le mot tissu, on utilise le bon mot. L'idée, c'est d'avoir l'équivalent de ce qu'est notre peau. Notre peau, elle se renouvelle en permanence. Par exemple, pour s'adapter aux saisons, mais pour s'adapter à nos modes de vie. À certaines époques de la vie, on est très à l'intérieur des maisons, et puis pendant 1 ou 2 mois de l'année, on est beaucoup plus à l'extérieur des maisons, donc la peau s'adapte, et ainsi de suite. En 6 ans, votre peau est complètement renouvelée. Voilà. Donc, la peau, il y a celle que vous voyez, hein, qui est sur le dessus, mais évidemment, vous vous doutez bien que dessous, il y a une nurserie qui refabrique sans arrêt des composants de la peau. Donc, notre problème, c'est de dire comment j'organise mes nurseries de façon à ce qu'on on s'assure d'avoir un tissu entrepreneurial créatif et réactif, c'est-à-dire que des startups rentrent en orbite à partir du moment où certaines entreprises commencent à, pour des raisons diverses et variées, ne plus tout à fait satisfaire aux exigences de créativité, de réactivité. Autrement dit, on arrête la stratégie qui consiste à dire sauver l'emploi à tout prix. On va aller vers une stratégie qui dit renouveler le tissu entrepreneurial à tout prix. Et on y vient, hein, parce que aujourd'hui, vous voyez que le MEDEF, mais pas seulement, hein, constate que les grandes entreprises ont plutôt tendance à détruire de l'emploi, et que c'est ce fameux tissu entrepreneurial qui, lui, crée de l'emploi, et surtout crée de l'emploi qui crée de l'appétence parce qu'il est basé sur l'innovation et le futur, les projets porteurs, etc. Alors, la chose n'est pas facile parce que on veut évidemment créatif et réactif, c'est-à-dire au mieux de l'état de l'art. En fait, il y a 2 sources de renouvellement possibles. Celles qui sont induites par les découvertes. Une découverte, c'est quelque chose qu'on ne cherchait pas, mais qu'on a trouvé, et pour lequel on trouve un emploi qui peut être assez inattendu. Et puis, il y a l'innovation. Et là, l'innovation, évidemment, c'est plus facile. L'innovation, c'est commencer à faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat innovation et progrès, mais l'Europe, contrairement aux États-Unis, est axée sur le progrès. On peut considérer que le progrès, c'est un enchaînement d'innovations. Et on a 3 sources d'innovation. On a l'innovation académique, qui est fabriquée donc par les chercheurs, qui nous fabrique de l'innovation robuste. Hein. C'est-à-dire que quand un laboratoire de recherche fait une publication, en principe, il va faire quelque chose qui va permettre aux autres sources d'innovation de valider ou invalider leurs intuitions, parce que les autres travaillent plus sur l'intuition. Ensuite, il y a l'innovation appliquée. Donc ça, c'est plutôt des gens qui sont à l'intérieur du tissu entrepreneurial et qui constatent que ça, on le fait comme ça, mais en fait, on pourrait le faire comme ça, ce serait un petit peu mieux, etc., etc. Cette forme d'innovation, elle est plutôt portée par les seniors, hein, des gens qui ont fait plein de choses et qui, en agrégeant des observations, finissent par faire des rapports d'étonnement et rechercher des solutions innovantes. Et puis, il y a celle qui est la plus difficile à gérer, c'est l'innovation informelle.
Et cette innovation informelle, elle est en grande accélération et pour l'instant, elle n'est pas gérée. Alors, cette innovation informelle, on la trouve beaucoup chez ce qu'on appelle les créatifs sociaux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans un système. Hein. L'innovation appliquée, c'est des gens qui sont dans le système, à l'intérieur du tissu entrepreneurial. La recherche académique, on est à l'intérieur du système académique. Dans le système informel, ce sont des gens d'ailleurs, en général, c'est porté par un profil très particulier d'individus que l'on appelle les atypiques. Hein, et c'est des gens qui en fait, pour aller vite, vont tout seuls. Hein, et du coup, ils posent des problèmes de crédibilité et puis de visibilité. Ils peuvent avoir des idées absolument géniales, mais si on ne leur donne pas la parole, on ne va jamais savoir qu'ils sont porteurs. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe, par exemple, dans les think tanks. Hein, et c'est pour ça que vous avez des pays qui sont attentifs et donnent des moyens aux think tanks. En France et en Europe, d'une façon générale, il y a eu certains think tanks politiques qui ont été financés, mais c'est vraiment axé politique et pas multidomaine comme il faudrait le faire. Donc là, on a une source de progrès tout à fait intéressante. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une débutance? Pour le moment, les entreprises, elles sont à l'écoute de leur marché et elles se débrouillent très bien. Donc, on pourrait dire, mais on n'a pas besoin de débutance. Ben si, on vient de le voir, hein, la question devient plus complexe. Alors, du coup, il faut créer des débutances. Alors, la débutance, c'est quelque chose qui se veut local, mais qui ensuite s'agrège de proche en proche. Et elle va faire ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle se met à l'écoute de l'état de l'art, de la recherche et développement, des attentes du marché, tel que le perçoit le tissu entrepreneurial en place, mais tel qu'on peut l'entendre en dehors du tissu entrepreneurial, par exemple en écoutant ce qui se passe dans le reste du monde, hein, mais pas seulement. Et puis, elle est à l'écoute de la recherche universitaire qui fait connaître comment on fait évoluer la maîtrise de certaines matières, de certaines visions comportementales, etc., etc. Et surtout, elle attire à elle des porteurs de projets et elle les met en friction, en quelque sorte, avec toute cette information qu'elle collecte, que la débutance collecte, hein, et les idées de stratégie d'évolution donc une débutance, ça se fait au niveau d'une région en général, hein, donc que la région voudrait adopter en concordance avec ce qui se passe au niveau national et puis ce qui se passe au niveau européen. Et donc, on voit petit à petit des tendances se dessiner. Et ces tendances, on commence à travailler avec la finance, hein, qui elle-même a des choses à dire et des recommandations à faire. Et donc, une fois que les porteurs de projets sont mis en orbite, on les met en orbite dans le tissu entrepreneurial et évidemment, on facilite leur mise en orbite sur le marché. Alors, comment ça fonctionne? Ben, c'est plutôt simple, hein, c'est un système iconique. On organise des barcamps dans lequel tout ce petit monde vient, échange. Alors, les barcamps, en fait, c'est des espaces où on organise des causeries, on va dire, hein, sur des sujets. Donc, tout le monde peut proposer un sujet et ceux qui sont intéressés par le sujet peuvent venir y échanger. Alors évidemment, il faut organiser un petit peu, hein, parce que il faut se spécialiser un petit peu, donner des thèmes, donner du rythme. C'est pas simple du tout à organiser.
et on peut susciter des thèmes aussi, hein, voilà. Donc, ces barcamps ont pour objet de mettre en friction tout ce petit monde, et en particulier les porteurs de projets, et on essaye de repérer des porteurs de projets qui auraient des projets qui, en assemblant 2 ou 3 projets, on peut en faire un petit peu plus robuste, hein, et on va leur donner accès à tout ce dont ils ont besoin pour faire les premières ébauches de leur projet. Après, quand les choses commencent à prendre forme, ils rentrent dans la phase de prototypage, maquettage, qualification dont on a évoqué les grandes lignes tout à l'heure. Et puis, si tout va bien, on les met en orbite et on prévient le tissu entrepreneurial qu'ils sont mis en orbite, et on prévient le marché qu'ils sont mis en orbite aussi, hein, et donc ils sont accueillis et les choses vont bien. Mais une chose extrêmement importante que font les débutants et qui n'est pas du tout fait pour le moment, c'est le recyclage. Parce que aujourd'hui, recycler les déchets, ça devient une évidence. Toute la création de valeur qui a été faite dans tous ces projets qui n'aboutissent pas, elle est perdue dans notre système actuel. Une start-up qui échoue, elle passe au tribunal de commerce, ses brevets, son matériel, éventuellement son prototype, etc., sont vendus au plus offrant, et les créateurs d'entreprises sont traités comme des faillis, c'est-à-dire des gens à qui on essaye de passer l'envie de reprendre l'entrepreneuriat. Ça, c'est très typique et très profond dans notre culture. Ce n'est pas fait par malveillance, hein. C'est dû au fait que, en particulier la France, qui est dans une position très plateforme par rapport à l'Europe, et qui est riche d'une terre généreuse, quand elle voit un nouvel arrivant se présenter, elle se dit: «Oh là là, il va falloir partager avec ces gens-là. Oh là là, mais moi j'ai pas spécialement envie de partager, je suis bien avec ce que j'ai». Quand les pionniers de l'Ouest, qui ont fait la conquête de l'Ouest aux États-Unis, voyaient un nouvel arrivant se présenter, ils lui disaient: «Ben, oh, qu'est-ce que tu sais faire? Ah, tu es un boulanger? Ben, écoute, c'est très bien, hein, on a un boulanger à un côté de la ville, on va te mettre à l'autre bout de la ville, puis comme ça, vous allez vous tirer la bourre, vous allez faire des pains de meilleur en meilleur, hein, et comme ça, nous, on va en profiter, on aura des pains meilleurs, et puis s'il y en a un de vous deux qui est malade, on aura toujours du pain, etc., etc.» Donc, un arrivant, on l'aide. Et nous, en arrivant, on essaye de le jauger très sérieusement avant de voir qui il est. Donc, c'est très profond, c'est très culturel. Donc, si on ne met pas en place ces mécanismes de recyclage à travers les débutances, dont c'est la vocation principale, eh bien, on ne va jamais arriver à faire ce qui fait un des points clés de la réussite américaine, hein, c'est qu'aux États-Unis, un start-upper qui a échoué, c'est un start-upper qui a acquis de l'expérience, et donc il se bonifie dans l'échec. Et nous, dans l'échec, on le dissout et on ne veut plus en entendre parler. Alors, un des problèmes que cherche à résoudre la débutance, c'est le problème suivant. On a parlé tout à l'heure des love money, hein, qui sont pour l'essentiel, dans un premier temps, la monnaie dite familiale, hein, et puis après de la monnaie locale, rien à voir avec les CEL, c'est-à-dire régionale et puis éventuellement nationale. Et puis ensuite, il y a les angels, et ensuite les fonds d'investissement, et puis pour finir, éventuellement la bourse pour ceux qui ont réussi à monter en bourse, hein. Et plus la société grandit, plus elle dégage du profit, et plus ceux qui ont pris le plus de risques sont présents dans le capital, donc tirent les bénéfices de cette prise de risque qui s'est couronnée par un succès. Alors, ce que veut faire une débutance, c'est de faire en sorte que
les phases de risque, ben, elles sont locales, hein, d'où l'importance d'avoir des débutances qui sont gérées au niveau local, parce que la débutance, elle a une dimension de capitalisme démocratique. Et donc, au fur et à mesure qu'elle grandit, on va ouvrir le capital de manière à s'ouvrir au marché et éventuellement s'ouvrir au monde, hein. Mais tout ce qui a fait la richesse de la débutance, eh bien, reste sous la maîtrise de la débutance. Cette logique, c'est ni plus ni moins la logique qui existe dans le showbiz. Dans le showbiz, on fait partir une centaine d'artistes. Il y en a une trentaine qui vont pousser la chansonnette et se débrouiller gentiment. Il y en a 3 ou 4 qui vont vraiment percer et il y en a 1 ou 2 qui vont tout déménager, hein. Et donc, c'est ces 1 ou 2, 3 ou 4 petites trentaines qui servent à financer le vivier de 100 artistes qu'on a mis en orbite, hein. Et par glissement, on est en permanence dans cette forme d'économie. Alors, voilà le schéma un petit peu plus compliqué. Donc, on voit bien l'effet entonnoir, l'effet mise en entrepreneuriat volontaire. Entre autres, dans les débutants, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se passe dans l'industrie textile du nord de l'Italie. Les familles donc, possèdent des petites entreprises de textile et elles ont pour tradition d'aider les jeunes à s'installer. C'est un mécanisme qu'on a vu aussi sur les restaurants chinois. Un Chinois arrive, il s'installe, mais en fait, il est aidé par la communauté qui est déjà installée, et ainsi de suite. Donc, voilà comment fonctionnent les débutances, et voilà pourquoi il y a 10 ans, on trouvait l'idée complètement compliquée et difficile à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, au contraire, on commence à dire, mais notre tissu entrepreneurial, hein, et si on veut qu'il soit un tissu d'entreprise à mission, eh bien, il va falloir qu'on le gère. La grosse difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas d'instance, pour l'instant, qui fabrique de la stratégie entrepreneuriale. Autrement dit, où est-ce qu'on réfléchit aux cache-co, aux entreprises cache-co? Pour l'instant, ce n'est pas clair, et tant que ce n'est pas clair, on ne pourra pas avancer. Mais on voit petit à petit des institutions se mettre en position de prendre en charge cette tâche absolument passionnante, mais évidemment délicate, parce que pour assurer ce type de fonction, il faut beaucoup de recul, beaucoup d'expérience et monter des équipes très pluridisciplinaires. Je vous remercie.